Bonjour à tous et à toutes. Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir Georges Bensoussan, historien et spécialiste des mondes juifs, auteur de plusieurs ouvrages pour discuter du procès du siècle intenté par l'Afrique du Sud à Israël, l'accusant de génocide vis-à-vis du peuple palestinien. Georges Bensoussan partagera avec nous son expertise éclairant les aspects historiques de cette situation et quelles seraient les éventuelles conséquences pour Israël. Georges Bensoussan, merci de vous joindre à nous aujourd'hui et d'accepter de répondre à nos questions. Comme nous le savons, l'Afrique du Sud soutient la cause palestinienne. Il n'y a donc rien d'étonnant que ce pays ait déposé cette plainte contre Israël, mais ce qui importe aujourd'hui est d'évaluer la qualité de leurs preuves présentées donc par l'Afrique du Sud. Que pensez-vous, vous, de la crédibilité des témoignages et des documents invoqués par l'Afrique du Sud? La parole est à vous, Georges Bensoussan. Bonjour, Claudine Douillet. Écoutez, concernant cette affaire d'accusation de génocide imputée à Israël, il y a deux choses à dire. La première, c'est que, en premier lieu, il semble que quand on veut porter l'accusation pour son parti adverse, on ne puisse pas aujourd'hui trouver d'autres arguments que le génocide, comme si c'était l'argument ultime. Au-dessous du génocide, aucune accusation ne semble crédible. Ça, c'est le premier point. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est évident qu'accuser l'État d'Israël de génocide, ce n'est pas tout à fait gratuit, parce que ce n'est pas n'importe quel État. C'est l'État qui a recueilli la grande majorité des survivants, des rescapés des survivants du génocide. Ce n'est pas un État qui a été du génocide, bien sûr que non. C'est un État dont la mémoire nationale, la mémoire israélienne, est profondément pénétrée et habitée par le génocide. Bien sûr. Donc, imputer l'accusation de génocide à ce pays-là, ça n'est pas gratuit, c'est une façon de retourner l'accusation, classique d'ailleurs de l'antisionisme, qui vise à se débarrasser de la culpabilité de la Shoah, en imputant l'accusation de génocide précisément à ceux qui en ont été les victimes. Comme s'il s'agissait en réalité de simplement chenille, si vous voulez. Si les anciennes victimes se comportent comme leurs anciens bourreaux, eh bien, nous n'avons pas de leçons à recevoir d'elles et nous n'avons pas de devoir envers elles. Donc, il y a une double imposture intellectuelle, il y a une double perversité intellectuelle dans cette accusation. Maintenant, sur la crédibilité de fond, je dirais que c'est tellement clouesque, ça ressemble tellement à une farce, que personne ne peut réellement perdre son temps à débattre de l'accusation. J'en donnerai simplement un chiffre. On pourrait donner 1000 arguments contre, mais un chiffre suffit. En 1967, au moment de la guerre des 6 jours, le territoire de Gaza comptait 400 000 habitants. Aujourd'hui, il en compte 2 300 000. Dans l'histoire du génocide, on a rarement vu une population multipliée par 7. Or, c'est ici à peu près. Or, c'est ici exactement ce qui s'est passé. Oui, mais si je peux me permettre, Georges Bensoussan, l'Afrique du Sud porte accusation contre Israël depuis les bombardements qui ont lieu depuis la guerre du 7 octobre, c'est-à-dire après le massacre. Donc c'est de là qu'il parle de génocide perpétré. On ne parle pas de 1967 où effectivement, vous avez raison, la population a été multipliée par 7 et on ne peut pas parler de génocide d'avant. Donc c'est là où on se demande où est la crédibilité des témoignages ou des documents invoqués lors de ce procès. S'il n'y en a pas, à quoi sert ce procès? Il n'y a pas de crédibilité dans ces bombardements de l'armée israélienne, entre autres parce que ces bombardements ne sont pas massifs. Si ces bombardements avaient été massifs, et ça avait été une guerre de dévastation, il aurait suffi d'une semaine à l'armée israélienne pour venir à bout de ce territoire et le transformer en champ lunaire. Les bombardements sont ciblés. Ils sont ciblés sur des bâtiments où arrivent les sorties de tunnels. C'est comme ça que progressivement ces bâtiments sont neutralisés parce qu'il faut le savoir, mais je pense que les auditeurs le savent, tous les bâtiments sont piégés et à l'intérieur des bâtiments, le moindre objet, le moindre canapé, le moindre fauteuil, le moindre meuble est piégé. Tout est piégé. Donc ces bâtiments, quand un tunnel a été repéré, sont systématiquement visés. Ce ne sont pas des quartiers entiers qui sont détruits. Ce sont certains bâtiments à l'intérieur de certains quartiers. On regarde simplement le territoire du nord de Gaza, non, 15 à 18% des bâtiments sont en ruine, mais ce n'est pas 100%.
Tout C'est à une fait. dévastation totale. Tout à fait. Alors, Cette affaire était pas ciblée. Alors justement, Oui, nous allons revenir sur le centre même du problème, c'est-à-dire le Hamas, qui n'est pas une nation, ni même l'autorité palestinienne, eux ne peuvent donc pas répondre à leurs actes, notamment pour le massacre du 7 octobre. Alors comment, dans un tel procès, l'Afrique du Sud peut botter en touche un tel fait? Ça aussi, c'est tout de même, c'est peut-être ça qui est grotesque justement dans ce procès, c'est-à-dire qu'on accuse les victimes et on ne parle absolument pas de ce qui s'est passé le 7 octobre. oui, mais c'est le processus que vous retrouverez dans toute la rhétorique anti-israélienne, d'ailleurs, comme dans toute rhétorique, d'ailleurs, intellectuellement malhonnête, pas seulement dans le cas d'Israël. À savoir qu'on prend un événement à partir de ses conséquences, on ne prend pas à Tout à partir de ses fait. causes. Donc, pour la rhétorique anti-israélienne, tout commence le 8 octobre. Non, en fait, tout commence le 7 octobre. Et ils ont oublié une journée, par exemple. C'est-à-dire que cette dévastation actuelle, cette tragédie actuelle, des deux côtés pour les deux peuples, elle part du 7 octobre. Si le 7 octobre n'avait pas eu lieu, jamais il n'y aurait eu de destruction à Gaza, jamais il n'y aurait eu des milliers de morts à Gaza, et jamais les 9000 miliciens du Hamas n'auraient été tués. Bien Deuxième sûr. point, concernant les chiffres, il est difficile de croire les chiffres du Hamas parce qu'ils sont invérifiables. La presse n'a pas accès non plus au Hamas, au territoire contrôlé par le Hamas actuellement dans le sud de la bande de Gaza. Bien Donc, sûr. quand le Hamas dit 23 000 morts, difficile de croire sur parole. Donc, ce qu'on sait simplement, c'est qu'il y a un mois, Chinois, de sa cachette, avait parlé de 1000 soldats israéliens tués. À l'époque, il y a un mois, on était à peu près à 80-90 soldats de l'armée israélienne qui avaient été tués. Donc, on Oui, était de 1 à 10. Donc, on peut difficilement accorder beaucoup de crédibilité à ce type de propos. tout à fait. Donc, en un mot, concernant les 23 000 victimes, donc, c'est invérifiable. Et quand bien même il y aurait 23 000 victimes, est-on réellement ici, peut-on réellement ici parler d'un génocide avec un chiffre pareil? C'est totalement dérisoire. Alors Quand vous savez justement, ce qu'est un génocide comme celui du Rwanda, où il y a oui, 900 000 morts, 900 000 en 3 mois, oui, quand vous savez ce qu'est les génocides comme celui des Arméniens ou des Juifs, où oui. le rythme de tuerie est abominable, ici, on est dans le cas d'un conflit où il y a des pertes civiles, point, c'est tout. Alors justement, comment Israël a répondu à ces allégations et comment se fait-il que le tribunal a pu accepter de cette plainte, alors que en réalité, comme vous le dites vous-même, c'est creux, c'est totalement creux, puisqu'on ne fait pas Oui, participer oui, l'autre partie. oui. Et voilà. Alors allez-y, c'est à vous. Je préfère que ce soit vous Alors, qui en effectivement, parlez. l'autre partie, vous avez raison de le dire, parce qu'elle n'est pas un État, elle n'a pas à rendre compte de ses actes, donc Bien elle n'a pas à sûr. rendre compte du 7 octobre. Mais d'autre part et surtout, à partir du moment où cette accusation a lieu sur le chapiteau des Nations Unies, on est malheureusement obligé de constater que les Nations Unies se sont très décrédibilisées depuis ces 20, 30, Oui. 40 dernières années. Je prendrai deux exemples. En 2020, les Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, je ne parle pas du Conseil des droits de l'homme, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté 23 résolutions contre des États dont la conduite était condamnée. Bon, 17 de ces 23 condamnations concernent le seul État d'Israël. Oui. Le deuxième exemple que Exact. je vais donner sur la faible crédibilité des Nations Unies, c'est que l'Iran fait partie de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, Oui. et pas C'est l'État assez d'Israël. drôle. Bon, Oui. La conclusion s'impose. Alors, nous savons aussi qu'un tel procès a été intenté à la Russie et sans résultat, donc on se doute qu'il y aura très peu d'impact si une décision négative envers Israël aurait lieu. Qu'en pensez-vous? oui, non, il y aurait très peu d'impact. L'important, c'est de gagner la bataille de l'opinion mondiale, ce que vit Tout à fait. l'Afrique du Sud. Tout à L'Afrique fait. du Sud fait partie de ces pays-là, de ces pays qui sont globalement hostiles à Israël, qui visent à rameuter l'opinion mondiale en agitant le chiffon du génocide. Parce que, comme je le disais au tout début de notre entretien, en dehors de l'accusation du génocide, on dirait qu'aucune accusation n'a de valeur aujourd'hui. Donc, on fait immédiatement monter les enchères pour dire on a affaire ici à un nouveau génocide du premier génocide du XXIe siècle. Oui, Mais mais encore une fois, ça n'a oui, absolument pardon. aucun fondement juridique et aucun fondement historique. Alors justement, vous le dites vous-même, et c'est très bien expliqué. Alors comment se fait-il qu'un tel tribunal accepte une telle plainte? Pourquoi n'ont-ils pas été déboutés de leur demande? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais à partir du moment
Quand vous êtes en présence d'une telle partialité, comme je disais à propos des Nations Unies tout à l'heure, vous pouvez vous attendre au pire. Bon, alors en conclusion, on pourra dire que c'est juste une mascarade qui semble juste vouloir influencer l'opinion mondiale comme quoi qu'Israël est un pays génocidaire, mais en réalité, les impacts réels, il n'y en aura certainement pas, au même titre que la Russie n'a reçu aucune sanction à la suite d'une telle plainte qui a été déposée d'ailleurs devant le même tribunal. On est bien d'accord? Avec une différence de taille. C'est que l'existence de la Russie n'est pas menacée. Oui. Personne ne menace l'existence de la Russie malgré sa guerre en Ukraine. Même si demain la Russie était battue à la culture par les Ukrainiens, eh bien l'existence de la Russie se maintiendrait. L'État russe, la nation russe, elle subsistera. L'État d'Israël est le seul État au monde à être condamné à mort par un autre État, à savoir l'Iran, et par toute une partie de l'opinion arabo-musulmane qui ne jure que d'une chose et qui ne veut que d'une chose, c'est de voir cet État disparaître. Donc, la condamnation morale et la solitude dans laquelle l'État d'Israël est enfoncé aujourd'hui par le biais de cette condamnation morale-là, pourra avoir des effets délétères à terme. C'est-à-dire que si par malheur l'État d'Israël était menacé dans son existence, ce type d'action pourrait, d'une certaine façon, démobiliser l'opinion qui se serait portée à son secours. En un mot, on prépare les esprits à la fin, c'est ce que je veux dire. On prépare les esprits à une issue meurtrière avec ce type d'action. Vous êtes en train de dire que ça pourrait... La différence entre la Russie et Israël est fondamentale. La Russie existera toujours. L'État d'Israël est un pays condamné à mort. C'est ça. On ne devrait jamais cesser de le dire. L'État d'Israël est le seul État au monde contre lequel un autre État membre des Nations Unies parle d'une élimination prochaine. C'est un scandale international qui devrait faire frémir toutes les consciences et on n'entend qu'un grand silence. En d'autres termes, vous êtes en train de dire, si j'ai bien compris, et je pense que nos éditeurs aussi, c'est que l'opinion mondiale, le peu d'États qui sont, on va dire, alliés à l'État d'Israël, pourraient pas renverser leur opinion, mais en quelque sorte nous abandonner l'État d'Israël. Je pense à l'Angleterre, par exemple, l'Allemagne. C'est un scénario qui n'est pas totalement à écarter. Quand on travaille à ce point l'opinion mondiale, on veut à ce point convaincre l'opinion mondiale que l'État d'Israël est un État fauteur de guerre, capable de pire atrocités et même d'un génocide en Palestine, mais on prépare l'opinion à accepter sa fin. On prépare l'opinion à accepter cette idée que finalement, si cet État n'existait pas, il y aurait moins de problèmes aujourd'hui dans le monde. Oui, mais ça, c'est une théorie. Les esprits progressivement sont modelés. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, je comprends tout à fait. Mais la théorie de dire qu'Israël dérange a toujours été, je veux dire, depuis plus de 70 ans. Ça a toujours été cette théorie qu'on entend un petit peu partout, notamment des pays arabes qui nous entourent. Mais là, vous êtes en train de dire qu'on est en train de vivre cette concrétisation en modelant, en influençant l'opinion mondiale. Oui, on ne peut constater que ce type d'opinion, malheureusement, gagne du terrain. C'est cela même. Elle peut se contenir. Ça ne veut pas dire qu'elle va l'emporter, heureusement, mais en tous les cas, elle marque des points. Je prends totalement dans une partie de l'opinion mondiale où l'État d'Israël apparaît comme un État fauteur de guerre, un État sur lequel le monde tournerait plus en muse. C'est une vieille ritournelle qu'on a déjà entendue avant la Seconde Guerre mondiale, et pour un peuple. Oui, exact. C'est la question juive. Exact, la question juive, si on pouvait s'en débarrasser. Sans l'État d'Israël, le monde se porterait mieux. Il y a un transfert du peuple, de la collectivité de jadis à l'État d'Israël d'aujourd'hui. Le juif c'est le juif des nations. C'est ce que je voulais dire. L'État d'Israël devient le juif des nations, en quelque sorte. Et bon. Alors, dans ce cas-là, est-ce que vous avez une note positive? Est-ce que vous avez un espoir, une perspective par rapport à ce qui peut se passer pour cet État qui est constamment incriminé et tout le temps dans une balance, dans une précarité de légitimité? Quelle serait, selon vous, la perspective la plus positive et qu'on peut espérer? Il y a deux choses. La première, c'est ne pas se faire d'illusions sur les voisins. Ça, je crois qu'on l'a compris. Que l'État d'Israël reste fort militairement. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Il ne faut pas rêver. Il
faut pas partir dans une illusion dont malheureusement cet octobre a montré le côté totalement vain. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se lasser, malgré ce qu'on voit aujourd'hui, de continuer un travail d'investigation historique, politique, d'explication, parce qu'il y a un très grand nombre de gens qui sont déboussolés, mais qui sont des gens de bonne foi, des gens de bonne composition, qui n'ont pas de parti pris. Et si on explique patiemment les choses, si on explique patiemment comment on a affaire à une entreprise de sabordage intellectuel qui vise à délégitimer l'existence d'un État, je crois que la partie n'est pas perdue. Il ne faut absolument pas baisser les bras dans ce domaine-là. Il faut continuer à expliquer en permanence. Ce qui veut dire que la hasbara, c'est-à-dire le temps que nous prenons à expliquer à des gens, enfin, il est difficile, il faut le dire, de faire le tri entre ceux qui sont de bonne foi et ceux qui ont déjà choisi leur religion. C'est là tout le problème, mais je pense que vous avez raison. C'est pas grave, oui. L'important, c'est de dire ce que l'on a à dire. Les gens qui sont de bonne foi trouveront toujours matière à réflexion. Ceux qui sont de toute façon des dogmatiques et qui ont conclu une fois pour toutes l'État d'Israël avait tort, cela, il ne sert à rien de vouloir les influencer, de vouloir changer leur avis. Mais cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'immense majorité des gens qui sont de bonne foi et qui cherchent à comprendre. Très bien, bien écoutez, je pense... Ils sont les plus nombreux de présents. Eh bien, c'est très bien. J'espère que nos auditeurs, auditrices vont prendre acte de ces dernières paroles qui vont susciter certainement un enthousiasme de pouvoir expliquer et encore expliquer et toujours expliquer en espérant en sortir quelques-uns du lot. Entre-temps, bien, je vous remercie infiniment, Georges Bensoussan, d'avoir accepté cet entretien et je vous dis à très bientôt sur Alliance. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.